Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon, oseille, La moula. risby, Salaire. honoraire, Prime. pension de retraite, Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. bitcoin, Crédit. intérêt, SCPI, plan d'épargne action. PER. Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite, mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Oyon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Je déprime moins en simulant l'orgasme qu'en simulant ma retraite. C'est le genre de pancarte ironique brandie par des femmes qu'on a vues lors des manifestations contre la retraite à 64 ans. Et si on a pu voir beaucoup de femmes lors de ces mobilisations, c'est parce que beaucoup de femmes ont vu le piège qui se referme sur elles. Il va être encore plus difficile d'obtenir leur trimestre de retraite en travaillant jusqu'à 64 ans, quand elles ont des carrières hachées, des arrêts de travail et du temps partiel pour élever leurs enfants, voire des périodes de chômage après avoir suivi leur conjoint à l'étranger. Alors, pour le moment, nous ne savons pas si la réforme Macron va passer et ce qu'il restera du projet initial. Mais une chose est sûre, il faut parler de la retraite des femmes et des stratégies à mettre en place le plus tôt possible pour avoir la meilleure retraite possible. Pour en parler, nous avons reçu Valérie Battigne, fondatrice du cabinet Sapiendo, une entreprise qui a pour but de démocratiser le conseil retraite et d'aider chacune et chacun à toucher le maximum possible à sa retraite. C'est ce que nous a expliqué Valérie dans la première partie de cet épisode. Voici donc la deuxième partie et je laisse la parole à mon complice de podcast, Thierry Oyon, qui va poser la première question. Pourriez-vous nous rappeler, parce que c'est assez difficile à comprendre, comment les périodes de chômage sont comptées pour la retraite? Ça intéresse particulièrement les femmes qui sont en fin de carrière ou bien qui n'ont jamais pu retrouver de boulot. On était en train d'en parler à l'instant. J'ai lu qu'on pouvait valider un trimestre par période de 50 jours de chômage indemnisé. Ça veut dire qu'on peut tout de même valider 4 trimestres par an? Même en étant au chômage? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez contre-intuitif, mais être au chômage, c'est pas si mauvais que ça pour sa retraite. Oui, Donc ben, là, j'ai une bonne nouvelle à vous c'est une annoncer. bonne nouvelle, Voilà. il y a quand même de bonnes Parce nouvelles. que pourquoi? Et à la fois au niveau du régime de base qu'au régime complémentaire. Donc au régime de base, on a tous ces trimestres. C'est effectivement un trimestre par 50 jours d'indemnisation, limité à 4 trimestres par an. On est toujours, voilà. Mais si on est un an au trimestre, on a sans problème 4 trimestres par an, même un peu moins. Dès que vous touchez 50 jours, si vous voulez, d'indemnisation, puisque l'indemnisation, c'est des indemnités journalières, c'est pour ça qu'on parle en termes de 50 jours, vous avez un trimestre. Donc, tant qu'on est au chômage indemnisé, il n'y a aucun souci pour avoir ces trimestres. Et au niveau du régime complémentaire, c'est pareil, je dirais pas de souci, parce qu'on a grosso modo, par des systèmes de convention entre l'Agirc-Arrco et Pôle emploi, autant de points de retraite complémentaires que juste pendant la période précédant sa période Pôle emploi. Donc, c'est neutre. Tant qu'on est au chômage indemnisé, c'est neutre pour la retraite. À peu près neutre. Par contre, comme on est indemnisé à la retraite et que les revenus sont bas, donc ça a un impact sur la le moyenne montant. pondérée de la retraite plus tard. Bien sûr. Oui,
mais légèrement, D'accord. par un effet spécifique sur la moyenne, sur un des paramètres de la retraite de base, mais moyennement. Donc le chômage, voilà, mais pour avoir été au chômage indemnisé, je dirais qu'il faut avoir travaillé avant. Voilà, c'est là où est Ça. peut-être le Oui. problème, et avoir un bon salaire avant. C'est Avant. ça. Je me demandais si on connaît la proportion de femmes qui arrivent à 62 ans, à l'âge de la retraite, au chômage. Je sais qu'il y a à peu près un quart des gens qui arrivent à la retraite qui sont au chômage. Mais quelle est la proportion de femmes qui arrivent à la retraite au chômage? En matière de chômage, c'est à peu près pareil. C'est C'est-à-dire pareil. il n'y a pas une grosse différence entre hommes et femmes. Et la grosse inégalité homme-femme, elle est sur le taux d'emploi précaire et le taux de temps partiel. Là, il y a une vraie différence. Alors, on parle souvent d'une inégalité qui avantage les mères du privé par rapport aux mères de la fonction publique. Les salariés du privé, donc, elles ont droit, on l'a dit tout à l'heure, je crois, à 8 trimestres d'assurance retraite par enfant pour compenser donc les effets de la maternité sur la carrière, alors que les mères dans la fonction publique ont droit à 2 trimestres seulement. Mais est-ce que c'est pas faire un peu mine d'oublier que les fonctionnaires, ils ont une retraite calculée sur les 6 derniers mois de leur fin de carrière, qui sont forcément la plupart du temps les meilleurs, alors que les retraités du privé, eux, ils ont une retraite calculée sur les 25 meilleures années. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce calcul de la retraite sur les 25 meilleures années dans le privé, ça désavantage les femmes par rapport aux hommes ou effet neutre? Alors, c'est un point très, très pertinent. Parce qu'effectivement, Merci. non, mais c'est vrai, parce qu'il y a très peu d'inégalités hommes-femmes chez les fonctionnaires. C'est tout à bien, fait. Ça rassure. Il y a Quand vous avez fait 14 toute votre carrière il y a dans 14% dans l'enseignement, d'écart. par exemple. 14% d'écart seulement. Donc, vous voyez, on est loin de la moyenne de 40. Seulement. Et pourquoi? C'est justement à cause du mécanisme de calcul. Et oui. Parce qu'une fonctionnaire, sa retraite est basée sur son indice, enfin sa rémunération indiciaire des 6 derniers mois. C'est Eh ça. oui. Donc Homme ou ça- femme, quand vous êtes, Voilà, quand vous donc êtes ça, prof de ça maths, gomme, vous gagnez la même chose, ça normalement. gomme tous les aléas de la carrière. Mhm. Alors que chez les Dans le salariés privé. du privé, je dirais, vous avez dit c'est les 25 meilleures années. Je dirais c'est même pire que ça, parce que c'est les 25 meilleures années pour la partie de la retraite de base, au régime général. Ah oui. Mais tout ce qui est points complémentaires, là, on prend toutes les années. Il n'y a pas de moyenne. Si vous avez commencé avec 2 ou 3 points à Gircarco, ils vous suivent toute votre vie. Donc, pour un salarié du privé, moi je dis plutôt c'est toute la carrière. Chaque année est équipondérée. Voilà. Mhm. Pour le régime de base, c'est un peu mieux, c'est les 25 meilleures années, voilà. Mais le mécanisme même, si vous voulez, de constitution de la retraite fait que oui, le système des fonctionnaires avantage quelque part les femmes, enfin, est plus égalitaire puisqu'on se base juste sur la dernière année. Donc, s'il y a un rattrapage ou etc., voilà, ou s'il y a des interruptions, parce que certes, donc il y a moins de trimestres enfants pour les fonctionnaires, mais il y a quand même beaucoup de trimestres accordés si on s'interrompt en congé parental, etc. Donc, c'est quelque part, cette inégalité de trimestre, elle peut être gommée si la mère vraiment interrompt son activité. Voilà. Et en matière d'égalité salariale, si à la fin elle a un indice, parce que c'est très normé quand même, identique à celui d'un homme, il y a un peu d'écart. De toute façon, les statistiques le montrent. hein. Mhm. Donc, c'est pour ça, l'écart, donc aujourd'hui, qui est de 40% en moyenne entre les hommes et les femmes, il faut vraiment l'analyser, parce que, ça dépend de la date de naissance de la femme, on l'a vu, les jeunes aujourd'hui auront beaucoup moins d'écart, ça dépend du régime, puisque, effectivement, chez les fonctionnaires, c'est juste 14%. 14%, C'est entre 10 et 15% sur la On manière est dont loin des dont on calcule. 40% Entre 10 et du 15%, privé, oui. donc c'est très très bien. Oui. Et ça dépend aussi du nombre d'enfants. Parce que plus les femmes ont des enfants, plus l'inégalité à la retraite est très très marquée. Et à partir de 3 enfants, il y a un décrochage. Donc ça, c'est directement lié au fait que quand on a eu 3 enfants, alors les générations passées, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, Oui. eh bien on s'est interrompu beaucoup plus souvent de travailler. Et donc décrochage salarial, décrochage de carrière, et donc voilà, sanction est là à la retraite. Alors, une question technique, justement, puisqu'on parle de ces aspects des congés parentaux. Sur votre site, vous expliquez qu'une femme ne peut pas cumuler la majoration des 8 trimestres par enfant et la majoration de trimestres pour congé parental. Pouvez-vous nous expliquer la situation la plus avantageuse pour récolter le plus de trimestres de retraite possible? Alors, un enfant ouvre droit à 8 trimestres, c'est-à-dire 2 ans. Voilà. Le congé parental peut être d'une durée variable. Mais il faut choisir chaque fois entre les trimestres enfants ou le congé parental, et on prend le meilleur des deux. Mais qu'est-ce qui prend le meilleur des deux? Alors, on va y venir. Ah. Si on reste sur la mère, donc tant que le congé parental dure moins de 2 ans, autant garder les trimestres enfants.
puisqu'un enfant, c'est 2 ans, si je caricature. Si le congé parental dure plus que 2 ans, il vaut mieux prendre le congé parental. Ouais, mais c'est l'un ou l'autre. C'est pas l'un et l'autre. Voilà. C'est l'un ou l'autre et on prend le meilleur des deux. Alors, quand je dis un enfant ouvre droit à 8 trimestres, ça c'est vrai. Mais 8 trimestres au profit de qui? Donc depuis 2010, il y a une petite nuance puisque les 8 trimestres enfants, ils se décomposent comment? C'est 4 trimestres au titre de la maternité, ça c'est toujours la mère, et il y a 4 trimestres au titre de l'éducation. Et là, les trimestres au titre de l'éducation peuvent être partagés entre père et mère. Sauf qu'il faut le savoir, puisque l'option, le partage, doit se faire entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Entre les 4 ans et les 4 ans et C'est demi, ça. 6 mois, quoi. Il y a une fenêtre de 6 Il y mois. a une fenêtre de 6 mois. Il faudrait déjà être informé de cette, Voilà, donc de cette très peu de option. personnes le savent, etc. Mais, alors ce qui est paradoxal, c'est que le concept de partage de droit à retraite existe, mais il existe au profit du père. Du C'est père. assez paradoxal. Alors que les inégalités hommes-femmes, elles sont plutôt en défaveur des femmes. Ah oui. Mais le concept, si vous voulez, il existe déjà, d'où le fait que ça me paraît tout à fait possible d'avoir un partage des points retraite, puisque ça existe déjà en France pour les trimestres. Et je tiens à signaler aussi que ça existe à l'étranger, attention. Dans pas mal de pays européens, on peut partager les droits à retraite, ça s'appelle le splitting. Voilà, ça existe déjà ailleurs. Splitting. Et donc, voilà. Et il y a beaucoup de mères qui donnent leur trimestre d'éducation à leur Alors, conjoint, je dirais ou très, beaucoup de très, conjoints très qui peu. donnent Moi, j'ai connu des personnes qui font des bilans retraite chez Sapieno, on en voit mais des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers. Je l'ai vu 2 fois. Ah oui. Voilà. 2 fois, et c'était des personnes quelque part du métier, C'est de rare. la gestion de patrimoine ou des courtiers, Oui. parce que bon, il faut le savoir, ce n'est pas du tout su. Là, Donc, si on descend dans la rue et on demande personne ne vous êtes au saura. courant que vous pouvez donner des trimestres à votre conjoint? Ah bon? Personne ne saura. Bon, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que suivant les configurations, ça peut être pertinent. Par exemple, au bout du 3e enfant, bon, si la maman ne s'est pas arrêtée de travailler, qu'elle a déjà eu 2 enfants, donc elle a déjà 4 ans, entre guillemets, de retraite acquise, ça paraît pertinent de partager la moitié des trimestres pour le 3e enfant. Enfin, là aussi, il faut s'interroger, calculer, simuler, etc. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est à savoir, c'est pas su. Ça, je peux vous garantir que c'est pas du tout connu. Et une rareté quand ça arrive, donc de donner des trimestres Moi, à j'en son connais 2, son voilà, c'est conjoint. déjà pas mal. 2. Mais, On les salue, les 2 pionniers. Enfin, je sais pas. Oui, alors moi j'ai une remarque finalement plus qu'une question là sur laquelle j'aimerais que vous rebondissiez. Depuis qu'on a commencé cet échange, je me dis, est-ce qu'une femme ne devrait pas quand même réfléchir plus avant de décider de prendre un congé parental ou son mercredi pour s'occuper de ses enfants? Parce que c'est quand même des choix qui peuvent coûter cher plus tard, notamment une future retraite diminuée. Et moi, je suis souvent interloquée d'entendre tout le temps entendre parler des carrières hachées des femmes pour cause d'enfants, jamais celles des hommes, d'une part. Et je me demande pourquoi tant de femmes continuent systématiquement de s'aborder littéralement leur carrière et leur retraite au nom de leurs enfants, alors qu'il y a aussi beaucoup de très bonnes mères qui n'ont jamais cessé de travailler, même à plein temps, même avec 3 enfants, et donc qui auront une retraite équivalente à celle de leurs homologues masculins. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une très bonne remarque. Encore une fois, information. Je prends mon mercredi, ça implique quoi? Faut le savoir. Voilà, c'est les 3 I. Information, c'est le premier des I, parce que c'est la base de tout. Je dis, pour prévenir les inégalités, il faut prévenir déjà, il ne faut pas guérir, il faut essayer de prévenir. Donc, c'est être informé. Voilà, je prends un 4/5e, j'ai 4/5e de mon salaire. Donc, j'ai ma retraite amputée d'un 5e. Enfin, c'est aussi simple que ça pendant quelques années. Plus les répercussions que ça peut avoir sur ma carrière, donc à plus long terme. Donc, voilà, je dirais information. Alors, l'un des chantiers de l'exécutif que souhaite ouvrir, ça concerne bien sûr les pensions de réversion. Source d'inégalité entre les femmes, il existe en effet des tas de différences entre les différents régimes et les statuts. Est-ce que les femmes savent qu'en cas de veuvage, seules les femmes mariées ou non remariées peuvent demander une pension de réversion? C'est un grand sujet, les pensions de réversion. C'est un très grand sujet. Elles ne le savent pas? Non, alors, c'est beaucoup plus connu que le partage des trimestres enfants, mais il y a une bonne partie des couples, même les hommes, qui ne le savent pas. Absolument. Parce que, si vous voulez, le PACS, c'est vraiment rentré dans les mœurs et c'est reconnu au niveau fiscal. Donc, quand on n'est pas du métier, on ne peut pas imaginer que ce qui est reconnu au niveau fiscal, il y a une déclaration commune, ce n'est pas reconnu au niveau de la retraite. Ça vient de là, c'est-à-dire c'est reconnu fiscalement, au niveau de l'impôt sur le revenu, donc ça, tout le monde paie son impôt sur le revenu quand on est pacsé, déclaration commune. Donc, on ne s'imagine pas, si on ne se pose pas la question, on ne se l'imagine pas.
Voilà. Donc, c'est quand même connu. Statistiquement, je ne sais pas trop, mais je dirais, peut-être il y a encore 30-50% des couples qui ne le savent pas. Voilà. Donc ça, il faut informer, parce que la réversion, c'est remis en équivalent capital, et c'est des rentes viagères, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut en être conscient. Alors je ne dis pas qu'il faut se marier uniquement En pour même avoir temps, la réversion, c'est un encouragement mais c'est à direct à se prendre, marier plutôt ça que de prendre en se- considération. que de se paxer ou de rester en union libre. Alors ça sera peut-être modifié par le chantier des droits familiaux, mais alors ça, pour le coup, la réversion, ça coûte très très cher hein, en termes de finances publiques. Hein. Valérie, est-ce Ouais. que vous pouvez être, s'il vous plaît, sympa de m'expliquer vraiment les possibilités et les limitations de la réversion? Pas que je les ignore, mais pour ce podcast, il me semble que c'est indispensable d'en parler. Donc les possibilités, c'est que si on parle d'un couple, on va supposer que la conjointe survit à son mari, puisque c'est le cas statistiquement le plus fréquent. Donc dans ce cas-là, la conjointe aura droit à une partie de la retraite de son défunt mari. Donc c'est combien? Grosso modo. Alors c'est un peu compliqué parce que tous les régimes de retraite ont chacun leur système de réversion. C'est-à-dire il n'y a pas une règle unique pour tous les régimes. C'est pour ça que c'est si compliqué. Quand c'est compliqué, on a du mal à mémoriser. C'est donc des inégalités entre veuves. Bien sûr. Alors là, je pense Entre que la réversion, régimes. c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire. Absolument. Voilà. Oula. Donc, grosso modo, on a 50% de la retraite de base, voilà, qui est sous condition de ressources. Et la retraite complémentaire, on a 60% sans condition de ressources. Donc, on va dire entre les deux, en moyenne, on a 55%, voilà, jusqu'à son décès. Donc, bon, c'est bien, hein, évidemment. Il faut en connaître les règles parce que pareil, les conditions de ressources, elles sont calculées de façon très particulière, donc ça peut s'organiser, etc. Bon. Mais ça nous ramène au point qu'il ne faut pas compter sur la réversion, quoi. Il faut avoir son propre revenu de façon indépendante, réversion ou pas réversion. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça, le partage tout au long de la vie doit presque amener au fait que la réversion ne serve à rien. Absolument. Et dans tous les autres pays européens où on a mis en place le splitting des points, en fait, petit à petit, ils ont supprimé la réversion. Ça remplace, c'est-à-dire il faut être autonome indépendamment Et ne de pas son compter- conjoint. Absolument. Indépendamment de son conjoint, c'est aussi simple que ça. Il y a des limites, des contraintes de patrimoine. Est-ce que quelqu'un qui a un gros patrimoine peut ou ne peut pas toucher la réversion? Alors non, D'accord. de façon très indirecte, hein, c'est parce que pour la condition de ressources au régime de base, donc le régime général de la sécurité sociale, il y a des conditions de ressources. Conditions de ressources, c'est à peu près 20 000 euros par an. Et dans les conditions de ressources, il y a les revenus, mais il y a aussi le patrimoine, parce qu'il est censé, ça dépend de la nature du patrimoine, mais rapporter 3% par an. Donc si vous avez un gros patrimoine, avec 3% par an, vous pouvez remplir la condition de ressources, même si vous n'avez pas de ressources mensuelles. Voilà. Vous voyez. Donc de façon indirecte, ça peut jouer. Mais on ne parle que du patrimoine, là aussi, propre de la veuve. Voilà. Si elle a reçu un patrimoine hérité de la communauté, il n'est pas pris en compte pour les conditions de ressources. Alors ça, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc n'est pris en compte que le patrimoine propre de ce qu'on appelle de l'assuré. Alors, puisqu'on parle de la reversion, je voudrais qu'on parle, en cas de décès prématuré du mari, des cadres. Donc, les femmes de cadre. Les femmes de cadre qui ont cotisé à l'AGIRC, elles peuvent donc toucher la retraite de reversion de la retraite complémentaire de leur conjoint, ou conjointe d'ailleurs, si elles ont eu au moins 2 enfants, sans condition d'âge ni de ressources. Mais c'est un gros avantage par rapport aux veuves de nos cadres, non, finalement? Alors, pour l'AGIRC-ARCO, il n'y a pas de condition de ressources. Oui, ni de ressources, ni d'âge. Pas de ressources, il y a un âge, il faut attendre 55 ans. Mais si vous êtes il n'y a veuve, pas, je il y a connais pas bien le besoin sujet. d'enfant. Enfin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas la condition d'enfant. Si vous avez eu 2 enfants, si vous étiez marié, que vous aviez 2 enfants, il n'y a plus de condition d'âge. Vous êtes une jeune veuve Alors, de cadre. il n'est pas nécessaire d'avoir eu des enfants avec le conjoint pour toucher la réversion. Ah bon? Non. Il faut avoir été marié. Il faut avoir été marié. Voilà, Et une fois c'est de plus, c'est encore une incitation à se marier. Alors, très bon point, pas toujours. Pas toujours. Alors, pour la toucher, il faut avoir été marié, sinon on n'a droit à rien. Mais un point d'attention, c'est le cas des femmes qui ont divorcé et qui se posent la question du remariage. Bon, si elles ont divorcé, c'est qu'elles ont été mariées. Donc, elles ont droit à la réversion du premier mari. Si elles se remarient, elles vont perdre la réversion au titre du premier mariage et elles vont avoir la réversion au titre du deuxième mariage. Et donc là, alors pour le coup, il faut vraiment simuler pour savoir quelle est la situation la plus avantageuse.
Voilà, ça Mais dépend qui- de plusieurs Mais facteurs. qu'est-ce qui choisit ça? C'est à la femme de le signaler au moment idoine ou Alors, pour avoir droit à la réversion, oui, il faut la demander. Si on ne la demande pas, on risque de ne pas l'avoir. Il On faut la peut- demander de manière très énergique, très organisée, comme tous les sujets de retraite du Voilà, reste. il faut la demander, mais la décision de se remarier ou pas, ça, c'est une vraie décision, je dirais, c'est dommage, hein, mais c'est une décision financière. Et il faut vérifier si elle n'a pas intérêt plutôt à rester pacsée. Voilà, ça se calcule. Mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, pour toucher une réversion, il faut avoir été marié au moins une fois. Hein, si on est resté pacsé ou en union libre, on n'aura pas de réversion du tout. Parlons des femmes cadres, un sujet dont on parle rarement. Elles représentent 40% des cadres. Est-ce que les femmes, surtout celles qui ont des responsabilités, mais pas le titre qui va avec, ne devraient pas se battre comme des lionnes pour obtenir le statut de cadre? Parce que les cadres ont l'avantage non négligeable de cotiser à la fois à l'ARCO et à l'ARGIRC, la caisse de retraite dédiée aux cadres. Donc, la pension de retraite est plus élevée car la cadre a cotisé doublement tout au long de sa vie, je présume. En fait, pour la retraite complémentaire, la seule chose qui compte, c'est le salaire. Parce qu'en plus, désormais, il y a une fusion de la GIRC et de l'ARCO. Et oui. Et tout ça est indexé, le nombre de points est vraiment indexé sur le nombre de cotisations qui dépend du salaire. Donc, à la limite, désormais, le statut de cadre non cadre n'est plus important. Ce qui compte, c'est le salaire. Oui, donc même si on a, comment dirais-je, on exerce un travail de cadre sans avoir le titre, ça n'a pas d'incidence sur la retraite. Ce qui compte, c'est le salaire. Ah, ça, c'est bon à savoir. Oui, ce qui compte, c'est le salaire. Alors, si on parle salaire, hein, ce qu'il faut avoir en tête pour les cadres, c'est que quand même, statistiquement, je dirais, j'ai une expression, c'est que plus on gagne, plus on perd à la retraite. Parce que pour la retraite complémentaire, et c'est ce qui fait vraiment la retraite des cadres, c'est la retraite complémentaire, c'est toute la carrière. Chaque année cotisée est équipondérée. Donc, quand on gagne très bien sa vie, en général, on a une carrière ascendante. Quand on est cadre, ça veut dire qu'on progresse et que donc le salaire augmente. Et donc, on finit sa carrière avec un salaire assez élevé, mais qui est beaucoup plus élevé que la moyenne du salaire perçu pendant sa carrière. Or, la retraite, quelque part mathématiquement, ça correspond à la moyenne du salaire de la carrière. Et donc, plus on termine haut, plus il va y avoir un choc, plus on va perdre par rapport à sa retraite. Donc, il faut sensibiliser les femmes cadres au fait qu'elles auront un taux de remplacement plus bas, voilà, parce qu'elles ont eu une carrière qui a progressé. Voilà, c'est pas du tout le cas, ça, du coup, pour les fonctionnaires, puisqu'on est indexé sur les 6 derniers mois. Oui. Quand on est dans le privé, la retraite, c'est vraiment le reflet parfait de toute la carrière. Donc, c'est pas parce qu'on termine haut qu'on va avoir une retraite importante. Et c'est le fameux choc quand on découvre, après avoir fait une simulation, son taux de remplacement. Voilà. Et on se dit, c'est tout, avec ce que je gagne là actuellement, c'est tout ce que je vais C'est toucher ça. à la retraite. Donc, ça aussi, un maître mot, anticiper. Anticiper, il faut s'y préparer tôt, il faut le savoir, et pour le coup, il faut épargner, parce qu'on sait qu'au niveau répartition, on aura un taux de remplacement assez faible. Alors, je me demandais si les femmes qui reçoivent une prime de départ en retraite, alors je ne sais pas si tout le monde d'ailleurs reçoit une prime de départ en retraite, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'elles savent qu'elles vont payer des impôts dessus? Alors, la prime de départ en retraite, ça dépend des conventions collectives. Voilà. Est-ce qu'elles savent qu'elles vont payer des impôts? Pas toujours. Effectivement, les gens pensent que c'est cadeau, qu'il n'y a pas de fiscalité. Mais c'est ça la question, c'est cadeau. Si on descend dans la rue, une fois de plus, et qu'on pose la question. Mais c'est les femmes comme les hommes, pour le coup. Voilà, c'est que les primes de retraite sont imposables. Mais je dirais que ce n'est pas genré. Voilà, c'est tout le monde. Il y a dans les départs à la retraite de la part de l'entreprise plusieurs façons d'exprimer la façon dont ils vont donner ça à l'employé pour un départ à la retraite. Et c'est pas parce que c'est un départ à la retraite, mais la façon dont c'est fait par l'entreprise, alors c'est fiscalisable ou non fiscalisable. Oui, mais dans la majorité des cas, ça l'est quand même. Ouais. Dans la majorité des cas, ça l'est. C'est de moins en moins. Donc pareil. Je vais aller faire un petit tour avant de vous poser la question sur le site impôt.gouv. Et effectivement, apparemment, dans quasiment tous les cas de figure, c'est imposé. Et c'est vrai qu'on peut avoir envie de partir à la retraite en se disant « Ah super, je pars avec ma prime de retraite, je m'offre une croisière. » Eh bien... une croisière, mais moins ambitieuse. Voilà, croisière. Il y a quand même une prime, mais bon. Voilà, il va falloir en rendre. Alors, partir à la retraite plutôt que prévu quand on n'en peut plus, physiquement, psychologiquement, l'usure mentale existe aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des stratégies que les femmes ignorent? Par exemple, négocier son départ avec son employeur,
qui peut-être sera content que la salariée prenne l'initiative de la négociation pour recruter pour lui, ou il versera peut-être une prime de départ. Quel conseil donnez-vous pour négocier un départ prématuré à la retraite plutôt qu'à l'âge légal? Alors, je pense que la solution dans ce cas-là, c'est la retraite progressive. La retraite progressive, ça permet de partir 2 ans plus tôt que l'âge légal, donc c'est quand même pas mal. Et ça permet une transition, c'est-à-dire la retraite progressive, il faut négocier un temps partiel. Donc c'est ça qu'il faut négocier. Si on était à 100%, ben, il faut un temps partiel entre 40 et 80%. Donc il faut accord de l'employeur, il faut qu'il accepte le temps partiel. Mais le temps partiel, dans le cadre de la retraite progressive, sera partiellement compensé par, j'allais dire, une retraite partielle. C'est-à-dire, si on est à mi-temps, on calcule une retraite et on prendra la moitié de la retraite. Voilà. Donc, la perte de revenus, elle est en partie compensée parce qu'on perçoit une partie de sa future retraite. Donc, c'est un bon système, voilà, parce qu'on a un peu plus de temps libre, on a une partie de sa retraite. Et la bonne nouvelle, le côté vertueux de ce système, c'est que la rémunération qui est gagnée va générer des cotisations sociales, donc des cotisations retraite, et va continuer à augmenter la retraite. C'est-à-dire, il y aura gain de trimestre et gain de points de retraite complémentaires. Ça, Donc c'est c'est un bon intéressant, système, oui. donc ça c'est bon à savoir. Bon à savoir pour celles qui vraiment n'en peuvent plus, C'est ça. qui sont souvent très nombreuses. Et est-ce que vous avez un conseil, Valérie, à donner aux femmes? Alors, on a parlé des femmes divorcées tout à l'heure, mais et à celles qui sont dans une famille recomposée en matière de retraite. Ah, là, le grand sujet, c'est la réversion. Une fois de Parce plus. que, une fois de plus, parce que le fait de se marier ou pas va engendrer des droits ou pas. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'elle va perdre en se remariant par rapport à son précédent mariage si elle avait été mariée? Bon, si elle n'avait pas été mariée, il n'y a pas de sujet. Elle a intérêt à se marier. Oui, tout à fait. Si elle a été mariée, ça se calcule. Mais dans des familles recomposées, alors je dirais la retraite par répartition, bon, le sujet c'est est-ce que je me marie ou pas, mais il y a tout le côté épargne. Donc là, c'est un énorme sujet patrimonial, parce que surtout s'il y a des enfants d'un premier lit, comme on dit. Donc là, bon voilà, ça c'est compliqué. Et donc pareil, je pense qu'il faut l'aborder en transparence et il faut parler cash pour le coup. Je pense que il faut parler cash. Exactement. Et c'est la fin de la deuxième partie de cet épisode sur les femmes et leur retraite. Valérie Batigne, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il va vous aider à préparer votre retraite tout au long de votre vie professionnelle et que tous ces sigles, Agir, ARCO, PER et ces histoires de trimestres à valider sont plus clairs pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles osons parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin chez Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.